Voilà. T'as eu plusieurs vies, toi? Bah, j'ai été électricien. Ah non, j'en ai eu qu'une, mec. Ah, tu vois. Ça se saurait. Tu vois, Ou alors, dans l'autre, j'avais des cheveux encore. Ah, mais moi, j'ai plus rien à dire, Marion, là. Bonjour à tous, je suis Marion, bienvenue dans ce premier épisode d'After Set, le podcast de volley de la Ligue Île-de-France. 2 fois par mois, on reçoit un ou plusieurs acteurs du volley pour découvrir leur parcours et leur actualité. Pour nous encourager et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à noter et commenter ce podcast et même à le partager. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, c'est Thibaut Lapeyre et Marc Vautier, les 2 entraîneurs vainqueurs des Volleyades cette année, qui sont présents à mes côtés. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode d'After Set. J'ai avec moi Marc Vautier et Thibaut Lapeyre, les 2 entraîneurs qui ont gagné les Volleyades cette année. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Très bien, même. Merci, ça va très bien. Avant qu'on parle un petit peu des Volleyades, est-ce que vous pouvez vous présenter, parce que vous n'avez pas le même parcours tous les 2, et pourtant vous êtes arrivés au même niveau en tant qu'entraîneur aux Volleyades. Donc est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours dans le volley ? Eh ben, moi, ça fait 8 ans que je travaille à la Ligue Île-de-France de volley. Je suis aussi affilié à un club, donc j'ai été joueur au niveau élite, et j'entraîne maintenant au niveau de National 2 dans mon club. Et moi, je suis arrivé au CRE avec Marc il y a 3 ans. 3 ans en tant qu'entraîneur et 5 ans parce qu'avant j'ai passé des formations diplôme d'État, BPGEPS, DEGEPS. Et du coup, j'ai intégré et l'année dernière, je suis passé référent avec l'arrivée de Hubert. Et dans le club, j'entraîne du coup Porte de l'Essonne Volleyball. Cette année, j'entraîne en National 3 garçons en tant qu'adjoint, National 3 filles en tant que premier, et puis après les catégories jeunes classiques, M18 garçons, M18 filles, et baby volley, école de volley. Et toi, t'as quelle équipe, Marco, cette année ? Moi, j'ai une National 2 garçon, et j'entraîne aussi, je coordonne tout le secteur masculin de mon club. Voilà, des M15 garçons à l'équipe nationale 2. Ok. Voilà. Bon, on va un petit peu parler des Volleyades, parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais je pense qu'avant de parler des Volleyades, c'est intéressant de parler des CRE, parce que c'est là aussi où vous allez chercher en fait les jeunes pour créer vos équipes pendant les Volleyades. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du travail que vous faites et de la détection que vous faites pendant les CRE tout au long de l'année ? Avant d'arriver en centre régional d'entraînement, le jeune est forcément affilié à un club. Puis ensuite, il est amené à faire des stages en comités départementaux. Voilà. Et à l'issue de ces stages en comités départementaux, il y a un tournoi de sélection départementale qu'on a renommé Tournoi des potentiels sur la catégorie M15 garçons. Et ensuite, suite à cela, on constitue des listes pour participer au premier centre régional. Voilà, qui a lieu à la Toussaint. Il y en a un second en décembre, un troisième en février, et après il y a le stage pour préparer les Volleyades au mois d'avril. Tout s'enchaîne au mois d'avril. Et est-ce que c'est toujours les mêmes jeunes qui reviennent de CRE en CRE ? Non, on suit les tranches d'âge, les catégories. Donc en fait chaque année il y a les M15 deuxième année qui passent en M18. Donc chez les filles c'est un petit peu différent, puisqu'on veut les détecter un petit peu plus jeunes. Donc jusqu'à cette année le retour aux M15 féminines. Avant, c'était les M14 féminines. Ouais, il y a eu le changement cette année là de Oui, ils rechangent cette saison. Voilà. Ouais. Tout le monde est en M15, filles et garçons. En sachant que les listes, elles sont faites avec les entraîneurs du CRE, Hubert, Kevin aussi qui participe à la détection et qui est sur la détection sur en tout cas la région Île-de-France. Donc après avec l'ensemble du staff, de stage en stage, on peaufine au mieux les effectifs en gardant les actions de détection et en essayant de détecter le maximum d'enfants et qui sont amenés à avoir un profil haut niveau ou alors qui ont des qualités techniques qui permettent de mieux faire jouer des profils un peu moins techniques mais plus physiques. Et en fait, le but, c'est de trouver une alchimie entre tout ça sur tous les stages pour qu'on puisse, 1, détecter, 2, réussir à faire jouer les enfants, parce que c'est ça, in fine, le but.
et constituer un collectif, des collectifs pour notre région qui soient intéressants pour les Voléiades. Et du coup, j'aimerais bien, tu parlais des profils, certains plus physiques, certains plus techniques. Qu'est-ce que vous recherchez spécialement en fait Est-ce que c'est un équilibre entre les deux ? Est-ce que vous avez des exigences particulières ou vous voyez en fonction des jeunes qui passent par les CRE ? Nous, on va être amène de te répondre, mais comme donc Thibaut, il en a parlé, Hubert, Kevin et Serge, qui sont nos cadres techniques sportifs affiliés à la Ligue de France. À l'issue de nos centres régionaux d'entraînement, ces cadres vont devoir constituer, comment on peut dire ça, les équipes du pôle espoir, tout simplement, les jeunes qui vont intégrer le pôle espoir, parce que la finalité de cette détection, au-delà de la compétition des Voléiades, c'est de pouvoir justement permettre aux jeunes d'intégrer le pôle espoir, qui est la vraie filière de détection, pour amener justement les jeunes au monde professionnel et aux équipes de France. Ok, donc une fois que vous avez... Parce que, donc là, comment vous faites pour le premier CRE qui a la Toussaint ? Parce que tu parlais du tournoi des potentiels, il n'y en a pas eu. En réalité, ça a commencé avant, parce qu'on a commencé au mois de juin, le dernier CRE, pour préparer le CRE là qui arrive. En fait, le CRE du mois de juin, il concerne les M13 qui vont monter M15 pour faire une première sélection. Et on ne sélectionne pas les M15-1 de l'année dernière, pour voir le maximum de M13-2 qui montent en M15-1. Le but, c'est de de commencer la détection au mois de juin pour le voir le plus tôt possible. Commencer à... Alors, j'aime pas le terme, parce que dire écrémer, ça voudrait dire que... que t'en vires certains. Voilà, que t'en vires certains. Et malheureusement, c'est aussi un peu le quotidien de nous autres, les entraîneurs. Mais en tout cas, de voir le maximum d'enfants, d'essayer de ne pas passer à côté d'enfants sur la détection. Et donc, voilà, donc il y a un gros travail là-dessus. Et après, pour revenir à ta question tout à l'heure sur quel profil on recherche, c'est plutôt une balance qu'on recherche, même si tout le monde sait que forcément, si t'es grand au volleyball, il y a des choses qui t'aident, et que le volleyball devient de plus en plus physique, et que plus t'es grand, plus tu franchis vite le filet, plus voilà. Donc maintenant, dire que le secteur masculin prend que des grands, c'est pas vrai, et on a besoin aussi de petits techniques, de moyens techniques, de très grands techniques si on peut y arriver, mais je pense que d'après ce que j'ai compris en travaillant avec Hubert cette année en tant que référent, il cherche plutôt une harmonie à faire travailler les enfants et à développer des talents, que aller chercher forcément un profil taille absolument. Puis c'est peut-être aussi comment se comportent entre eux les joueurs. Il y a peut-être des super bons profils, mais qui vont pas s'entendre forcément sur un terrain, ou qui vont pas... Alors il y a un truc qu'on a mis beaucoup à l'honneur cette année, parce que Hubert aussi a voulu que ça soit mis à l'honneur, mais le savoir s'entraîner et le savoir-être ont été mis à l'honneur, et oui, je pense que avant d'être un bon joueur, il faut savoir s'entraîner, mais aussi il faut le définir pour un jeune joueur, parce qu'il faut qu'il apprenne ce que c'est, et le savoir-être c'est pareil, et c'est à partir de là que je pense qu'on peut vraiment travailler avec un jeune joueur. C'est quand il a compris comment on devait s'entraîner, comment il devait se comporter avec un collectif. Donc voilà. Donc là, on passe toute l'année, vous faites plusieurs CRE pendant l'année. Arrive le dernier, juste avant les Voléiades. Le choix doit se faire. On sait qu'il y a toujours des déçus à ce moment-là, puisqu'il y a plus de jeunes sur le dernier CRE que de jeunes sélectionnés pour les 3 équipes aux Voléiades. Comment vous faites votre choix ? On fait notre choix, déjà, il faut pouvoir constituer des équipes. Donc forcément, nous, on a 3 équipes. Forcément que notre équipe 1 va être notre fer de lance. On va vouloir aller chercher un résultat avec cette équipe, comme les 2 autres équipes, mais ce sera pas les mêmes objectifs. On va dire qu'il faut que l'équipe 1 aille le plus loin possible dans la compétition. L'équipe 2 et l'équipe 3, pareil, mais on va pas forcément
Oui, les attentes ne sont pas les mêmes. Non, les attentes ne sont pas les mêmes. On va forcément aussi avoir des profils qui vont nous être imposés parce que c'est quand même une action de détection. C'est-à-dire que sur les volleyades, tous les jeunes qui participent au centre régional d'entraînement, non, je sais pas les volleyades, je voulais parler, mais au niveau de la détection du pôle espoir, tous les jeunes ne vont pas pouvoir être pris, mais potentiellement, il y a peut-être des jeunes qui vont intéresser d'autres structures, d'autres pôles espoirs qui ne sont pas en Ile-de-France. Donc du coup, il faudrait qu'on puisse les présenter justement et qu'on puisse les voir sur une compétition pour peut-être d'autres pôles qui n'ont pas le même vivier que nous, puisqu'il faut savoir que nous, on représente quand même la grande majeure partie des M15 de la France. On a un très très gros vivier. Donc il faut que ces jeunes-là ils puissent être vus par d'autres cadres techniques qui sont à la tête d'autres pôles pour potentiellement leur ouvrir les portes du haut niveau. Maintenant, on se replonge en avril de l'année dernière, du coup. Enfin non, on se replonge en avril de cette année. Vos 3 équipes sont constituées. La compétition va commencer. Vous êtes dans quel état d'esprit ? C'est quoi vos objectifs finalement avant de démarrer ? Déjà, il faut savoir qu'on est un peu fatigué puisqu'on sort du centre régional. On finit le centre régional, le lendemain, la compétition commence. Donc nous, les entraîneurs, on est un peu fatigués, les jeunes aussi. Et voilà, il faut tout de suite, faut qu'on prépare nos équipes, il faut qu'on prépare notre plan de jeu, il faut qu'on mette en place, on a mis en place des systèmes à l'entraînement qu'on va vouloir forcément revoir en match. Donc on va pas se mentir qu'avec Thibaut, on a une très bonne entente, mais on a beaucoup travaillé, beaucoup révisé sur ce qu'on voulait mettre en place. Et voilà. Non, en fait, mais j'ai oublié la question, en fait. C'était votre état d'esprit et puis les objectifs que vous étiez fixés. En fait, on était conquérants, on voulait gagner. Ouais. Parce que vous étiez à la maison aussi. Bah oui. Alors, et puis, on voulait gagner. Je pense qu'il y avait ça. Il y avait surtout il y avait surtout une grosse part de fatigue et de vouloir prouver. On remet un peu le contexte, c'est que moi, c'est ma première année en tant que référent. L'année dernière, Marc, il sort aux portes de la finale. Hubert vient d'arriver et la dernière fois qu'on gagne les volleyades, Hubert était adjoint de l'équipe 1. Donc c'est à 14 ans. Ça faisait 14 ans que la Ligue de France ne s'était pas imposée en masculin, puisqu'il s'était imposé en féminin il y a la saison passée. Voilà. Donc on arrive un peu avec tous des envies de prouver. Je pense autant Hubert que nous. Des envies aussi de bien faire, parce que Hubert nous a fait confiance toute l'année. Et que on n'avait pas envie de le décevoir non plus. Donc on arrive un peu dans cet état d'esprit-là, avec un peu de fatigue aussi, parce que on a mangé les stages avant, la préparation des stages, et que tout doit s'enchaîner, et qu'on n'a pas le temps de rentrer chez nous pour faire un petit coucou à la famille, donc tout s'enchaîne un peu. Voilà. Et l'avantage qu'on a eu cette année, c'est que on nous l'a dit, on a constaté qu'on avait vraiment bien travaillé, on avait mis des choses en place, on a vraiment vu l'évolution chez certains joueurs. Et derrière, on a pu vraiment se consacrer à la préparation de nos équipes, ce qu'on faisait pas forcément avant. Voilà, donc là, on a vraiment bien préparé nos équipes, on a pu travailler des stratégies, on a vu que les liaisons se sont faites assez facilement avec les jeunes, entre eux, et même vis-à-vis des coachs, les liens entre nous étaient très compétitifs, on savait où on voulait aller, etc. Et donc, dès les premières heures de compétition, on était à domicile, donc on était... on se sentait bien déjà. On n'avait pas eu besoin d'organiser les transports. Enfin, pour ma part, en tant que salarié et assistant, je devais gérer la logistique. Là, j'ai pas eu forcément à le faire. Donc, on était vraiment consacrés sur la performance. Voilà. Ouais, le fait aussi vous avez été logé au même endroit que là où vous avez passé votre CRE. Oui. Ça vous enlève un petit peu de fatigue, même si je comprends que la semaine a été bien longue pour vous. Les jeunes ont eu beaucoup de repères. Voilà. Il y a eu un espèce de vase clos où on est resté qu'entre nous. Et au final, je me dis que, certes, je pense qu'on aurait tous aimé rentrer juste 24 heures chez nous, histoire de déconnecter, mais je pense que ça a été aussi une clé de notre réussite. Hubert nous l'a beaucoup répété pendant les préparations et sur les intermatchs, etc. Les gars, restez ensemble. Et au final, l'équipe est restée 90% du temps ensemble. Ouais, vous aviez créé une genre de bulle un peu, et puis vous étiez... Je pense qu'il y a eu une bulle un peu indescriptible qui s'est créée, et que ça soit interne au collectif, entre moi et Marc,
enfin entre Marc et moi, pardon, où même entre liaison entraîneur-joueur, ça a créé quelque chose qui ne se serait peut-être pas créé si jamais on était ressorti de cette bulle le temps de 24 heures. Donc la compétition commence, ça commence plutôt bien, puisque sur les premières phases de poule, vous gagnez tous vos matchs. Alors oui et non. Ça commence plutôt bien, mais le premier match, en fait, on le gagne, mais le deuxième match, on est déjà amené à jouer un tie-break avec La Réunion, qui sort un très gros match. Et au final, on se dit que ça commence pas si bien que ça. Le doute commence à s'immiscer un petit peu là ou pas ? Non, le doute pas forcément, parce que l'adversaire il a joué son va-tout et je pense qu'il a eu une grosse réussite, grosse prise de risque, grosse réussite. Et nous on était quand même assez confiants dans nos systèmes et vu la prise de risque de l'adversaire, on pensait que voilà, on allait pouvoir dominer sans forcément être ultra physique, ultra dominateur au filet, etc. On a plutôt voulu pousser l'adversaire à faire la faute. Donc c'est vrai que c'était beaucoup d'enseignements ce match-là parce que les jeunes ont été très valeureux et on a vu que nos systèmes fonctionnaient et qu'on pouvait justement se baser sur une grosse première victoire, une deuxième victoire plus difficile mais avec beaucoup d'enseignements pour justement après sortir de cette première poule et continuer d'avancer dans la compète. Ouais, parce que finalement vous arrivez, vous gagnez la demi-finale en n'ayant perdu finalement qu'un set sur tous les matchs précédents. Oui, c'est ça. Et en fait, le truc qui est un peu bizarre, c'est que la mise en bouche de cette compétition, je pense, nous a beaucoup servi sur le reste de la compète. C'était assez étrange parce qu'il y avait Hubert dans les tribunes, premier match. Enfin non, deuxième match, ce match-là contre La Réunion. Et il y a eu un peu des regards entre moi et Hubert sur le long du set. Et que ce soit des regards très bienveillants, parce que on était en train d'échanger 2-3 regards sur le long du match. Mais ce match-là, pour moi, a été important pour le reste en termes de valeur et d'état d'esprit sur le reste de la compétition. Ouais, puis le fait aussi de perdre un set un peu dès le début de la compétition, ça, vous sentez pas non plus... c'est ça. Vous y allez pas trop confiant, ce qui aurait pu vous desservir finalement, en fait, d'arriver un peu plus loin dans la compétition, voire même en finale, en disant on est les plus forts, on n'a rien perdu. Non, parce que c'est pas un non-match ou une mauvaise performance de notre part. C'est vraiment l'adversaire qui a super bien joué. D'ailleurs, on aurait voulu le voir un peu plus loin. T'es surpris de pas le voir dans le dernier carré. Peut-être que c'est le tirage qui a fait ça, mais c'était un adversaire très valeureux et qui était bien en place, bien costaud. Et non, c'était un match qui nous a permis vraiment de prendre confiance. On était déjà assez confiants. On entraînait une bande de copains qui justement avaient mis beaucoup de valeur dans le savoir-être, savoir s'entraîner. Dès qu'on rentrait sur le gymnase, on avait des mecs très concernés. D'ailleurs, que ce soit l'équipe 1, l'équipe 2 ou l'équipe 3, on a vu des beaux visages, des joueurs qui étaient vraiment investis et concernés. Pas forcément que dans la compétition, dans le fait de vouloir aussi reproduire ce qu'ils avaient travaillé à l'entraînement durant la saison. Et en fait, voilà, dès qu'on rentrait dans le gymnase, on avait des gars qui étaient concernés, concentrés. Et du coup, sur le terrain, la performance, elle arrive plus facilement. Et ils sont copains, donc ils étaient très valeureux. Et justement, je pense que cette victoire contre La Réunion, en deuxième match, après avoir concédé un set, devant les yeux du cadre technique en plus, je pense que voilà, on est sorti encore plus fort. Et derrière, on a continué de dominer. Donc, vous gagnez la demi, vous arrivez en finale. Mais avant de parler de la finale, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre relation, parce que, donc, je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais Thibaut, tu étais l'entraîneur principal de cette équipe 1. Marc, tu étais adjoint. Comment ça se passe, votre relation, la dynamique dans votre duo? Comment vous travaillez, en fait? Je pense que notre envie commune d'être ensemble et de vouloir performer avec cette équipe 1 a fait que voilà, ça s'est super bien passé et on n'a pas eu vraiment de moment de doute. Voilà, si ce n'est sur la finale, parce que c'est des moments de vie que t'as pas forcément l'habitude de vivre, surtout les gamins dans cette salle mythique qu'est Charletti.
Pour ceux qui savent pas, Marion est ma collègue et toute l'année elle a travaillé à l'organisation des volleyades et je lui avais promis que si on était en finale, comment dire, ce serait l'aboutissement de toute une année de travail, voire même un petit peu plus, et que l'événement, le moment en serait que plus beau. Et moi, personnellement, je m'étais fixé cet objectif. Thibaut, il savait très bien de toute façon, puisque on est tout le temps ensemble en stage, où on discute sur les listes, sur ce qu'on va mettre en place, etc. Et voilà, moi j'avais promis à tout le monde qu'on serait en finale à Charpy et qu'on donnerait tout pour s'imposer. Promesse tenue. Et oui, voilà. Ouais. En fait, le souhait d'être avec Marc, il est depuis mes premières volleyades. C'est-à-dire que les premières volleyades que je fais il y a 3 ans, c'était Cédric Dubois, le cadre technique, il me demande ce que je voudrais faire. Et je lui dis, bah écoute, j'ai pas d'ambition d'être premier. Moi, ce que je veux, c'est être adjoint avec Marc. Voilà. Et parce que le contact est toujours bien passé avec Marc. Ça a toujours été quelqu'un que je respecte énormément, qui a eu une carrière en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, et qui a eu un vécu en tant qu'entraîneur qui est plus grand que le mien. Et donc du coup, c'est toujours quelqu'un avec qui j'ai toujours apprécié de parler de volley. Et puis c'est un ami de l'extérieur. Donc ouais, t'as le droit d'en parler aussi. Ouais, t'as le droit de dire que je suis quelqu'un de très marrant. Tu peux. Oui, t'es incroyable, Marc. Mais Faut le voilà. faire mousser. Ouais, c'est ça, incroyable. Mais donc voilà, donc j'ai toujours eu cette envie-là depuis 3 ans. L'année dernière, c'était pas possible parce que, l'année dernière, c'était pas possible parce que il était adjoint de l'équipe 1. Avec Romain Jarlot. Avec Romain Jarlot. Et du coup, quand Hubert m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, j'ai dit c'est avec Marc ou ça sera pas avec Marc, mais parce que c'est pas moi qui ai choisi au final, mais je lui ai demandé que ça soit avec Marc. Lui, il nous a demandé de lui prouver que c'était le bon duo, et on a travaillé pour faire en sorte que ça le soit. Et puis voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Et puis il y a eu un peu un rôle de chaud-froid entre nous. En tant que de répartition. Le feu et la glace. Voilà, le feu et la glace pendant un peu. Avec les jeunes, c'est ça? Plus entre nous, notre gestion un petit peu personnelle. Voilà, Thibaut était plus à avoir des discours calmes, posés sur la tactique, la stratégie, nos systèmes, etc. Alors qu'il fallait que j'ai des discours poignants pour qu'il soit tout le temps concerné, connecté avec la réalité, avec l'enjeu. Et toi, tu étais plus sur l'état d'esprit finalement, et toi vraiment sur la gestion du technique, tactique un peu. À vrai dire, on était un petit peu tous sur les deux. Mais quand les moments étaient chauds, on s'était dit, déjà on s'était imposé de jamais se couper la parole pendant un discours, qu'il fallait qu'on prenne un petit peu de temps pour que le discours de l'un fasse effet, pour que l'autre prenne la parole. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement. En fait, nous, on s'était fixé des objectifs communs. Et derrière, c'était facile de pouvoir en fixer aux jeunes. Si nous deux, on avait une liaison qui fonctionnait, on s'était dit que les jeunes, entre eux, forcément, ils allaient voir que ça se passait très bien entre nous. Et qu'on se respectait, ce respect qu'on s'est imposé entre membres de staff, on était que 2, mais il ne faut pas oublier aussi nos collègues Elohim et Erwan qui ont travaillé toute l'année aussi à ce que les jeunes ils progressent et ils se sentent bien. Oui, et puis au-delà de ça, ils nous ont soutenus pendant toute la compète. Nous, on rentre de match, forcément, on leur demande comment ça s'est passé, eux, ils font pareil. Et puis, on a regardé les matchs ensemble pour préparer les compétitions et les matchs sur les derniers carrés. Ils avaient des joueurs de leur club qui étaient aussi dans l'équipe, donc des fois, c'était facile pour eux de faire tampon et d'apporter aussi quelque chose que les jeunes connaissaient un petit peu plus. Oui, puis voilà. Eux aussi ont été au contact des jeunes pendant toute l'année. Tout du long de l'année, tous les stages, on était 4 entraîneurs, plus des stagiaires des GEF. C'est comme ça qu'on fonctionne à la Ligue. On a des entraîneurs estampillés centres régionaux, et après on a des entraîneurs qui font le BPGEPS et le DGEPS, qui viennent nous filer un coup de main pour qu'on soit plus nombreux et que le travail se fasse dans de meilleures conditions. Je savais que si on avait besoin de se ramener à terre au bout d'un moment, parce qu'on s'emportait sur un match, on saurait le faire l'un l'autre. Après, moi, c'est ce que j'avais dit à Marc dès le début. Je voulais pas avoir cette casquette de l'entraîneur premier, ultra décisionnaire, avec le deuxième, entre guillemets. On l'avait sur le papier.
C'était écrit sur le papier. Mais entre nous, en fait, on s'était donné s'était donné une ligne à suivre. Et voilà, et on l'a suivi et on s'est pas marché dessus. Vous vouliez être complémentaires. Exactement. C'est ça. On voulait pas qu'il y ait un espèce de pseudo-leader et l'autre il prend les stats et puis il est amené à faire que ça et puis voilà. Donc c'est ce qui a donné un peu des discours marrants quand j'ai réécouté les commentateurs sur la finale. Où au bout d'un moment, je crois qu'il y a le commentateur qui... Ils se sont trompés, non? Alors non, ça c'était pas... Ils se sont trompés dans l'annonce. Oui. Ils m'ont annoncé... Ils t'ont annoncé premier, et ils m'ont annoncé adjoint. Mais non, mais au-delà de ça, quand ils expliquent, quand les commentateurs commentent le match, au bout d'un moment, il y a Marc qui prend le groupe à part. Et puis ça semble un peu pas naturel pour les commentateurs à dire que l'adjoint prend le groupe à part. Et moi, j'avais dit à Marc, si t'as besoin de leur parler, tu leur parles. Et puis moi, j'irai parler. À ce moment-là, je crois que je parle à Liam Papal qui venait de rentrer. Et du coup, je parle que à Liam Papal. Mais ça s'est fait naturellement lors de la finale. J'ai senti certaines bonnes vibrations des situations qu'on allait pouvoir aller chercher. Donc j'ai voulu prendre le lead pendant que Thibaut, lui, il a rassuré individuellement les joueurs qui avaient des bons passages en les félicitant ou d'autres qui montraient des faiblesses. Et c'est de lui. Et ça s'est fait tout naturellement en fait. Oui, puis vous avez aussi deux personnalités différentes et peut-être que les jeunes savent en fonction de leur état d'esprit s'il vaut mieux à ce moment-là se tourner vers Thibaut ou vers toi, Marc. Moi, je l'avais dit aussi à Hubert quand il nous a demandé pourquoi c'était à nous de prendre cette équipe. C'était parce qu'avant toute chose, il fallait véhiculer des valeurs humaines, que je pense qu'on était les bonnes personnes pour les véhiculer. Avant toute chose, il fallait que les gamins soient bien dans leur tête. On l'a dit tout à l'heure, ils font 4 jours, ils rentrent pas chez eux. Ils sont dans une compétition. La finale, c'est face à, je sais plus c'est toi qui as les chiffres, mais c'était 1400 personnes. Non, 1400 personnes. 1500 personnes. Voilà, tu peux me demander la dernière fois que j'ai vécu un match devant 1500 personnes. Voilà, c'est pas tous les jours, donc il fallait vraiment mettre en avant ces valeurs humaines, et je trouve qu'on était les bonnes personnes pour le faire. Bon, du coup, comme on a parlé du nombre de personnes, de la salle, etc., est-ce qu'on peut parler du coup de cette finale avant de rentrer dans le match et puis sur le résultat, le fait de jouer à Charpie devant 1500 personnes, qui sont quasiment tous derrière vous, puisqu'on est à domicile? Alors, on a vécu un peu bizarrement cette finale. C'est-à-dire que déjà, on fait un vase clos avant, c'est-à-dire qu'on demande aux joueurs de ne pas rentrer dans le stade. Vous êtes arrivé très tard sur site en plus, je crois. Il faisait assez chaud, donc on allait chercher les coins à l'ombre et on voulait vraiment s'isoler. Que quand ils allaient découvrir ce qui allait se passer, il fallait que ce soit plus un étonnement, un bonheur, que justement voir et se dire oh punaise, vous avez vu tout le monde, et puis là il y a un tel, comment il va voir si En fait voilà, on a voulu vraiment rester ensemble dans une bulle, dans un sas. Pour info, avant, il y a la finale féminine et il y a aussi la salle qui est pleine. Oui, il y a de la dépense d'énergie. Les épargner un peu de ça. Exactement. Avant, le bruit, la chaleur. Le bruit, c'est ça. Le bruit, la chaleur et puis l'influx nerveux qu'ils auraient gaspillé en encourageant les filles, même si ça aurait été très bien qu'ils encouragent les filles, attention. Hein. Mais c'était toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu compliqué de demander à des jeunes, écoutez les gars, il y a une finale qui est en train de se jouer, c'est une belle finale et vous allez pas les voir. Mais on leur a expliqué, ils ont compris. Ça a été très long par contre. L'attente a été très longue, ouais. Mais justement, c'était ça qui était intéressant avec notre groupe, c'est que nous on l'a beaucoup ressenti, cette attente, mais quand on regardait les joueurs, non, pas du tout. Non, pas du tout, ils étaient... En fait, en dehors de la compétition, ce groupe a vécu comme si, en fait, il n'était pas dans une compétition. Dès qu'on rentrait dans ce cadre, voilà, on avait timé une heure d'arrivée dans le gymnase, etc. Et dès qu'on arrivait dans ce cadre, là, il se transformait en guerrier de l'Île-de-France pour aller performer et chercher au bout d'eux-mêmes les choses. Mais avant ça, par contre, alors là... à l'extérieur, on ressemblait pas trop à une équipe de volley. Non, en tout cas, pas des finalistes. C'est la colonie de vacances. C'était un peu ça, mais en fait, quand on a fait le groupe avec Marc, on s'est rendu compte que c'était une bande de potes. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a bien entendu ressenti, des joueurs qui se sont rajoutés. On a eu un blessé et on a dû remplacer ce blessé. Et avec Thibaut, on n'a pas hésité du tout. On s'est dit de toute façon, il fallait qu'on se prenne
qu'on prenne ce bout en train parce qu'il allait se greffer au groupe très facilement et que c'était en fait le dernier copain qui manquait à cet effectif. Voilà. Et donc quand on l'a rajouté, ce type-là, on s'est regardé avec Thibaut, on s'est dit c'est bon, l'équipe est complète, on va pouvoir travailler pendant 3-4 jours. C'était une belle équipe de l'extérieur. Donc du coup, eux, ils n'ont pas senti l'attente. Nous, ça a été différent parce que Puis vous aviez peut-être vu la salle, le monde, nous, tout on avait ça. un peu chaud quand même aussi. Hein. Nous, on s'est dit qu'il fallait pas craquer sur la dernière ligne droite. Finalement, c'était vous qui aviez un peu plus de pression que les joueurs. Les joueurs, les jeunes, ils avaient peut-être de l'envie. Ça s'est pas vu du tout. Alors, je vous ai croisé avant le match un petit peu. Et vous en êtes bien sortis. Ah non, tu demandais ce que ça faisait personnellement. Thibaut pourra parler de son cas de figure. Mais moi, j'ai joué au Paris Volley en tant que jeune. J'ai joué 2 ans. Je suis parti donc il y a 12 ans. Et je n'ai jamais remis les pieds en tant qu'athlète ou entraîneur pour faire une compétition. Et c'est pour ça que toute l'année, je t'ai rabâché que il fallait que je sois dans cette finale, je joue dans cette salle et que je gagne le trophée, que nous gagnions le trophée dans cette salle. Voilà, c'était un objectif déjà individuel que je m'étais fixé personnellement, comme une petite revanche. Et moi, c'était un peu une revanche sur tout mon début de jeunesse, où j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire. Au final, je me retrouve à vouloir entraîner. Les gens me disent que c'est pas un métier d'être entraîneur de volley. Et en tout cas, qu'on peut pas en faire son métier. Il faut faire un métier à côté et puis aller entraîner au club le soir. Ça a été un peu mon étendard pour prouver à tout le monde que c'est possible. Mais enfin, que c'est possible. Enfin, en tout cas, à mon échelle, parce que j'ai encore rien fait dans le volleyball, donc je vais rester. Si, maintenant t'as gagné les Volleyades. Maintenant j'ai gagné les Volleyades, mais voilà, je vais rester quand même à ma place. Ouais, il a fait monter son équipe, il a gagné les Volleyades, très humble. Il est jeune encore, ouais, il a le temps. Je vais rester à ma place. Il est jeune, putain que c'est. 29 ans, ça commence à tirer un peu. T'as 29 ans ? Ouais, j'ai 29 ans. Ah ouais, t'es jeune. Écoute, on va dire que je suis jeune, moi ça m'arrange. Mais donc voilà, c'était un peu spécial comme événement pour moi. Puis en plus, la première fois que t'es référent, t'arrives en finale, tu te dis qu'il va falloir envoyer un peu du steak. Et puis à côté, moi j'avais vécu un peu des événements un peu compliqués dans ma famille. Donc j'avais un peu une revanche sur la vie à prendre avec j'ai vu le décès de mon papa 1 mois avant. Il a fallu préparer les Volleyades en même temps, et puis il y a tout qui s'accélère, et tu te retrouves en finale, et puis tu te dis, il y a peut-être des étoiles qui s'alignent quelque part. Donc voilà, donc c'était un peu une belle revanche. Donc on arrive, la salle est pleine, 1500 personnes, vous êtes en finale, et vous jouez PACA 1, qui a techniquement le même parcours que vous. Ils arrivent en finale, ils ont perdu 1-7 eux aussi. Donc c'est solide. Ouais. Est-ce que vous les aviez vus jouer ? Comment vous avez préparé cette finale ? Alors, on les avait vus jouer. On avait une vidéo d'eux. On avait fait séance vidéo avec Marc. Donc non, on avait préparé, mais PACA était une équipe très différente de nous. Nous, on n'avait qu'un joueur qui faisait 1m90, c'était Yeb. En dynamique de taille, on n'était pas non plus les plus impressionnants. On avait des gros leaders techniques et des gamins qui savaient jouer au ballon. Mais en termes de profil taille, c'était pas non plus gagné d'avance. Et puis au-delà de ça, le staff de PACA a un gros palmarès, eux, à leur actif. Mais ils n'avaient pas 29 ans. Mais ils n'avaient pas de 29 ans, mais ils avaient quand même un gros palmarès à leur actif. Simon, qui est leur cadre technique, et un tacticien qui met beaucoup à mal beaucoup de staff au Volleyades. On était content de ne pas l'affronter, celui-ci. C'était le commentateur, Simon Caron, le cadre technique PACA. Et Christophe aussi, qui est un gros meneur d'hommes. Donc c'était le numéro 1 pendant la finale. Non, ils avaient un gros staff, une belle équipe. Mais à vrai dire, on n'a pas voulu se focaliser sur le jeu de l'adversaire. Ou sur le vôtre. On a voulu vraiment que... c'était un peu notre motivation sur cette compétition, de vouloir vraiment être très bien en place dans nos systèmes. Voilà. On voulait que les gars ils soient vraiment en place, qu'ils aient une capacité aussi d'adaptation.
Si on a un système qui est bien léché derrière, et ben forcément, si on a des joueurs intelligents, ils ont une capacité de réaction et d'anticipation. Et voilà. Mais on a été mis à mal très vite par une grosse qualité de service, une grosse qualité de frappe adverse. Ils ont pris beaucoup de risques, ce que je répétais à Thibaut pendant la finale. Ils ne peuvent pas maintenir ce niveau de jeu. Il y a forcément un moment donné où la tendance va revenir de notre côté, nos guerriers vont redevenir des guerriers. Parce qu'ils ont un peu fait n'importe quoi dans le premier set en termes de système, ils n'ont pas trop respecté les systèmes. Pour rappel, vous perdez le premier set, oui, en fait. Oui. En fait, le truc qui se passe, c'est que pendant le premier set, il surcharge sur le côté poste 4, et en fait, le passeur arrive à très bien pousser les ballons jusqu'à la mire. Les attaquants frappent très fort au-dessus de nos blocs, et on se fait un peu avoir là-dessus. Et ces phases de jeu durent très longtemps. Et puis après, je pense qu'il y a la pression de la salle. On a commencé toute la compétition, on a commencé proche de nos supporters, on commençait loin. Mais ça s'était travaillé aussi. Ouais. C'est ce qu'on avait demandé au capitaine. On a dit, c'est pas grave, si on perd le premier set et qu'on est du mauvais côté, on se retrouvera le deuxième set à côté de nos supporters et les adversaires où ils vont regarder le score en attendant de gagner le match. Donc ils vont attendre de gagner. Donc si nous, on va chercher les choses, ils vont rien pouvoir prendre, les adversaires. Ils n'auront pas la main mise. Et on a relancé, on a eu la chance d'être au service avec notre meilleur serveur de la compétition, notre passeur Peter. Et le set s'est démarré à 5-0, avec une ambiance folle dans la salle. Et je pense que là, l'adversaire a commencé à douter. Voilà. En fait, ce qui est très compliqué, oui, c'est que quand tu joues de l'autre côté, tu as le score qui est tout le temps face à toi. Ouais. Et de l'autre côté, bah, tu es obligé de tourner un peu la tête, donc tu oublies un peu le score et un peu ce qui se passe. Ouais, il faut regarder la table de marque C'est ça. ou se retourner. Mais c'est pas grave. C'est ça. Mais en fait, il y a eu une espèce d'ambiance avec tout le monde sur le deuxième set où il y a un truc qui a switché un peu dans la tête. Il y a Camille Ziba qui me regarde et qui me dit, Thibaut, j'ai envie de servir ce match alors qu'il n'a pas servi ce match de la compétition. Et je le regarde et je lui dis, t'es sûr? Il y a eu une prise de conscience. En fait, on leur avait dit que ça allait se passer comme ça. Et effectivement, notre semaine de stage, notre début de compétition, notre demi-finale, etc., ce qu'on leur avait un petit peu prédit, parce qu'on se sentait fort et à l'aise, c'est pas un manque de modestie de dire ça, mais voilà, on a fait le constat qu'on était une équipe forte, les ballons tombaient pas par terre, les systèmes étaient appliqués. Donc le premier set, c'est normal que ça se passe comme ça. L'adversaire prend énormément de risques. Nos jeunes, ils ont la pression face à 1500 personnes. Donc oui, ils ont fait des erreurs, etc. Mais sur le papier, je prenais les stats, ils ne pouvaient pas tenir ce rythme-là. Après, la réalité, c'est que le deuxième set se passe pas si bien que ça. On a notre meilleur réceptionneur attaquant de la compétition, Zachariel, qu'on est obligé de sortir parce que il commence un peu à... Mais ça aussi, c'était prévu. Voilà, c'était prévu. On a Liam Papal qui fait son entrée le jour de son anniversaire. Et qui tient la baraque. Donc voilà, en fait, il y a un peu tout qui s'est fait. Comme j'ai dit, Camille Ziba qui commence à vouloir servir ce match alors qu'il n'a pas servi ce match de la compétition. Et je lui dis... Qui sert très bien d'ailleurs, dès son premier service. Et je lui dis, bien placé. Je lui dis, ouais, t'es sûr et tout. Et puis il me dit, ouais, je suis chez moi ici. Je lui dis, écoute, si t'es chez toi, garçon, vas-y, c'est parti. C'est bien cette confiance-là. Mais oui, il y a eu un peu de... Je pense qu'il y a eu un peu d'orgueil où ils ont vu cette finale un peu peut-être leur échapper le temps d'un instant. Ouais, ils se sont imaginés peut-être à domicile devant leur public perdre ce match. Je pense qu'il y a eu une prise un peu de conscience collective où il y a eu un truc de rébellion, je sais pas. Si, moi je sais, moi. Marc a été à peu près comme ça pendant toute la compétition. Je le répète, c'est pas une question de pas être modeste ou de sous-estimer l'adversaire, etc. L'adversaire était très costaud, mais il y avait une confiance en nous qui faisait que moi j'étais persuadé que ça allait s'inverser, que notre niveau de jeu affiché au premier set était dû à l'adversité, mais on n'était pas en train de produire ce qu'on avait produit avant. En fait, dans le deuxième set, quand je vais parler à Liam pendant toute la compétition, enfin pendant tout le premier set déjà, je vais déjà le voir. Et en fait, je dis à Liam que ça va se passer, parce que je sens que Zachariel va tomber. Du moins va perdre en intensité et il va falloir qu'il se repose parce qu'il n'est pas tant sorti que ça de la compétition et au final je lui dis qu'il va rentrer, qu'il va devoir donner ce qu'il est capable de donner
Et en fait, On n'hésite pas. On n'hésite pas, il n'hésite pas en rentre, entrant. il tient la réception, il fait ses points à l'attaque, et au final, on s'en sort plutôt bien. Donc, et lui, il s'en sort plutôt bien, et puis ça redonne un souffle à tout le collectif. Et ça redonne tellement un souffle à tout le collectif qu'on refait partir au tie-break Liam, parce que il est bien dans la compétition. Ouais, il a réussi son entrée. C'est ça, et qu'il apporte un second souffle aux gars. Et même comme ça, au moment où je relance le set, Marc va parler avec Zachariel. Et à ce moment-là, En fait, ce qui était bien dans le fait de faire entrer Liam sur Zachariel, c'est que c'est 2 meilleurs amis. Voilà, ils s'entendent comme jamais. Donc c'était facile pour Liam de rentrer sur Zachariel et c'était aussi facile pour Zachariel de l'accepter. Ouais, de laisser Voilà. sa place. Ça a été une force toute la compétition. C'est-à-dire que le mec qui est rentré pour remplacer ou soulager son partenaire l'accepte. En fait, ils ont eu un comportement de pro presque en fait. Alors, pro, on peut pas dire pro parce que c'était vraiment trop encore pour eux. Mais oui, ils ont eu vraiment des comportements de guerriers, de soldats. Il y avait vraiment de la solidarité sur le terrain. Et c'est pour ça que derrière nous, nos systèmes, on a pu les mettre en place, on a eu de la réussite technique, etc. C'est parce qu'il y a une grosse solidarité, même dans l'engagement, etc. Enfin, les ballons ne tombaient pas par terre. Il y a une action, là, je pense que c'est peut-être la plus belle action de volley qu'on a vue l'année dernière chez les jeunes, avec la fameuse bicyclette qui a été... d'ailleurs, il y a d'abord un exploit de Arnaud qui défend un ballon... il faut voir la vidéo pour effectivement comprendre que l'arbitre s'est trompé. On ne peut pas lui en vouloir d'ailleurs, parce que ça va tellement vite que tout le monde a le droit à l'erreur, même l'arbitre. Mais voilà, et puis derrière, c'est Liam qui fait une bicyclette, il fait lever la salle, bon, coup de sifflet, on a perdu le point. Mais l'image que ça renvoie de ces mecs qui lâchent rien, je veux pas dire que j'étais trop confiant, je savais qu'on allait gagner, mais quand tu vois ça, tu te dis, mais... Presque il peut rien il faut, arriver. Il faut qu'ils fassent pareil, en fait, l'équipe d'en face. Il faut qu'ils fassent pareil, voire mieux pour nous battre. Et ils étaient plus forcément en capacité de le faire. En fait, le truc, c'est que Liam a toujours eu cet état d'esprit vraiment guerrier. Pour mémoire, je crois que c'est le 3e match de la première journée contre Bretagne. Il rentre sur Zachariel et il prend une balle dans la tête, il finit avec le nez en sang et il finit à jouer avec un bout de mouchoir qui dépassait de son nez. Mais voilà, l'image qu'il envoyait, il s'en fichait. Ouais. Lui, il voulais me remontrer que voilà, je suis peux être sur le terrain. Je me bagarre. Ouais. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'il apporte une vibe un peu guerrier quand il rentre. Je sais pas si ça rassure les gars. On n'en a pas parlé, mais je pense qu'il y a un truc de les gars, je suis là pour vous et j'irai jusqu'au bout. Vous finissez par le gagner, le match ? Je crois, ouais. Ouais, il me semble bien, ouais. Je crois qu'on finit par pleurer, on finit par tout faire, je crois il y a tout qui... Ouais, racontez-nous la balle de match, là, quand... En fait, là, c'est là où je dis qu'ils sont loin encore d'être pros, parce qu'on domine le match, on mène au score, mais ils reviennent à 1 point. Ils reviennent à 1 point de nous, alors je ne pourrais plus trop te situer comment ça s'est passé, mais à ce moment donné, on a besoin de quelqu'un qui a du caractère et qui est capable de coups d'éclat. Mais on a Zachariel sur le banc. Donc on décide, avec Thibaut, de relancer Zachariel sur le terrain. Et avant de rentrer, moi je lui fais comprendre qu'il lui reste 2-3 actions pour faire soulever la salle, et que par contre, les gars qui y a en face, il leur fait pas de cadeau. Il faut qu'ils rentrent dans les ballons, il faut qu'ils leur fassent mal. Et les 3 derniers points marqués de notre équipe, c'est Zachariel qui les fait. Et on gagne là-dessus. Du coup, il y a 14-13 peut-être, 2 ou 14-12, je ne sais plus. Mais voilà, on avait cette fameuse balle de match, mais on perd le point et c'est service adverse. Et sur ce service, c'est Kamil Ziba qui veut absolument ramener la récep, absolument défendre son terrain, qui coupe un de ses partenaires, je ne sais plus lequel, qui ramène une bonne récep exploitable. Et il y a une balle pour Zachariel, et puis après, voilà, il passe, il perfore le bloc. C'était magnifique. Et puis là, quand même beaucoup de soulagement. Ouais. Je pense pour Thibaut, la saison qu'il a vécue en tant que référent. Moi-même, en tant qu'assistant depuis 8 ans, j'en rêvais. Je pense que l'Île-de-France n'avait pas gagné depuis 15 ans. Il fallait fêter ça. Il y a eu un shot émotionnel, un shot d'endorphine qui est monté. Du soulagement parce que c'est bon, on peut enfin lâcher les chevaux après l'année qui est passée. De la fierté parce que on l'a fait devant tout le peuple parisien et ça a pas de... Ça, c'est... Je pense que ce qui a fait que c'était encore plus beau.
Voilà. Bah, ça faisait vraiment longtemps. Enfin, j'ai fait que 3 éditions des Voléiades, donc je peux pas en parler pour tout, mais ça faisait un moment que j'avais pas vu un stade aussi rempli pour une compétition jeune, en tout cas. Enfin, ça faisait chaud au cœur, même si j'avoue ne pas avoir calculé la salle pendant tout le match, et même j'ai pas calculé la salle. J'ai dû le faire un petit peu quand même, moi. Assis sur mon banc, je tenais pas trop en place. Il a fallu que. Ouais, puis toi t'étais face. Oui, non, il fallait que je les réveille de temps en tribune, temps. Je voyais les jeunes qu'on a eu en stage. Parfois, je voyais dans les tribunes qu'il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Et c'est aussi notre rôle en tant que, avant toute chose, avant d'être entraîneur, on était éducateur, on est aussi humain. Et c'était aussi mon rôle de devoir. J'aime bien le faire aussi quand je suis en dehors pour encourager. Mais là, je vivais le truc à fond et voilà. Et c'était aussi un exutoire de pouvoir faire lever les foules. Et voilà, on l'a fait sur le terrain. Nous aussi, on y a mis notre personne. À la fin, on a tous fêté ensemble. Et voilà, il n'y a pas de mots. C'était assez indescriptible comme sensation. D'ailleurs, moi, je n'avais pas gagné beaucoup de compétitions comme ça. Et je me posais parfois la question, comment ils font les sportifs de haut niveau ? Enfin, pourquoi après une compétition, pourquoi il y a de la dépression chez les athlètes de haut niveau ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu as tout vécu, quoi, émotionnellement. T'es tout en haut émotionnellement, et puis après, pouf, tout retombe. Ouais. Et j'avoue que la semaine d'après, moi, j'avais qu'une envie, c'était de retourner en centre régional, et j'avais envie de refaire les Voléiades. Mais elle était compliquée pour tout le monde, en fait, je crois, la semaine d'après, parce que ça avait été tellement intense pendant quelques jours. Et ça s'était fini tellement bien. En fait, là, j'ai vécu un truc un peu indescriptible, mais je pense que Marc l'a vécu, les autres gens l'ont vécu, et puis ceux qui doivent gagner les JO, ça doit être incroyable. Je sais pas ce qui doit se passer dans leur tête, mais ça doit devenir dingue. Et puis j'en ai parlé avec Hubert. Il m'a dit aussi que ça lui était arrivé. Moi, c'est ma première compétition jeune que je gagne. Et en fait, le truc, c'est que au moment où on gagne, au moment où tout se termine, autant à la fin du stage, j'avais eu envie de rentrer chez moi pour pouvoir profiter de ma famille, etc. Autant ça se termine et je n'ai plus envie de partir. Ta famille va peut-être écouter le podcast. Mais ouais, mais mais le truc c'est que je suis obligé de dire la vérité quand même. Le truc c'est que j'avais envie de les voir parce que voilà. Mais la problématique c'est que tu t'es tellement senti bien, t'as tellement pris de shot émotionnel que ton corps, je sais pas, il veut plus partir et que. Ouais, puis savoir que tu reviens à ton quotidien aussi, et c'est pas ça ton quotidien, c'est pas gagner les Voléiades tous les jours, quoi. Et puis c'est pas avoir, enfin, on s'est demandé d'ailleurs avec Hubert et avec Marc si on les avait eus pendant super longtemps, est-ce que ça aurait duré sur la longueur avec cette équipe ? Je sais pas, on n'aura jamais la réponse, mais. Le truc qui est sûr, c'est que quand tu reviens à ton quotidien normal, en tant qu'entraîneur, tu t'attends à ce que ce que tu viens de vivre, ça soit tout le temps pareil. Et au final, t'as pas tes joueurs n'ont pas la pression qu'ont subi les M15 de l'IDF 1. Toi, tu mets peut-être pas la même intensité que ce que t'as mis, parce que t'as pris aussi de l'émotionnel dedans. Et en fait, il y a tout qui rentre en ligne de mire, avec l'émotionnel, la pression, le truc, le machin, et puis t'as plus envie de partir. Et puis... c'est surtout aussi qu'au-delà de la victoire de IDF 1, il y avait tous les jeunes de l'Île-de-France en train de fêter la victoire avec nous. Et ça, c'est des moments qui restera gravés, parce qu'en fait, c'est pas que la victoire de IDF 1, non. C'est la victoire des entraîneurs, des jeunes qui ont participé, justement. Comme on disait tout à l'heure au début, y a forcément des jeunes qui sont là pour apporter à d'autres, pour que les d'autres permettent de progresser, et voilà. Donc la finalité de tout ça, c'est que tout le monde a vécu un moment exceptionnel, je pense. Je pense que Marion, t'es bien placée pour le parler. C'est toi qui as organisé et coordonné les Voléiades, c'est toi qui a vécu le truc. Je pense qu'on était tous fatigués à la fin de ces Voléiades, et à la fin, il y a eu beaucoup d'émotions de partager. Et voilà, et le fait qu'il y ait énormément de... Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué. C'est le fait c'est les valeurs humaines qu'on a réussi à transmettre durant cette compétition et pendant aussi cette finale, parce que le scénario est quand même extraordinaire, avec des actions de jeu mythiques. En fait, les enfants... Il y a aussi le fait d'avoir les réseaux sociaux maintenant, qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir il y a quelques années. Le fait qu'ils puissent se revoir jouer, revoir les actions, les partager, communiquer avec les gens de différents horizons. Tout ça, c'est beau, tout simplement. Ouais. C'est très beau. Ce qu'on a vécu, c'est très beau. Et en fait,
quand tu retournes à la maison, t'as tout de suite envie de... T'es content d'avoir une coupe posée sur ton bureau, mais non, t'as envie de revivre le truc. C'est les émotions, c'est ce que tu partages. C'est ça qui... Moi, le lundi, j'ai regardé le match, je sais pas, 3-4 fois, j'ai envoyé les vidéos à tout le monde. Il fallait que... t'as regardé? Non, t'as pas regardé? Regarde, tu vas comprendre ce que t'as loupé. Et ça, c'est... Moi aussi, je l'ai envoyé à tout le monde, cette vidéo. Le live, là à tout le monde, j'envoyais, je me disais, mais bon, moi, je suis pas du milieu du volley, mais ça me semblait exceptionnel. Et pour les jeunes, c'est incroyable, dans leurs commentaires, leurs présentations, c'est des en plus, ils le disaient, les commentateurs, dans le live, ils disent, ces gamins-là, à 14 ans, jamais ils ont eu l'expérience. Il n'y a aucun monde où ils ont joué devant une salle comme ça. Tu peux le vivre sur des phases finales, mais de là à avoir 1500 personnes, non, parce qu'il y a aussi toutes les autres délégations qui regardent le match. Et dans les délégations, tu as forcément des copains qui vont prendre parti, etc. Et c'est ça qui est beau. C'est aussi de voir, moi je me souviens, je vois même des jeunes d'autres délégations qui étaient parmi la délégation à nous encourager, etc. En fait, et il y a toujours un peu de rivalité entre certaines ligues. Voilà, nous, on a envie toujours de battre les meilleurs. Donc les meilleurs, c'est PACA, c'est l'Occitanie. Parfois, c'est d'autres régions. Mais c'est 2 régions qui sont très fortes. Nous, on avait vraiment envie de les battre. Et en fait, on a aussi véhiculé une bonne image. Cette image de guerriers, de copains, parce qu'en dehors, ils étaient vraiment ils étaient vraiment très cool avec les autres, ils étaient ouverts et ils discutaient avec vraiment tout le monde. Le fait d'avoir aussi d'autres, pas que l'Île-de-France, mais d'autres régions qui nous ont poussés, ça aussi, c'est gratifiant. Non, jouer devant 1500 personnes, c'est incroyable. C'est incroyable pour eux, parce que ça arrive pas. Pas à cet âge-là. Ça peut leur arriver plus tard. Ça peut leur arriver plus tard, mais on leur souhaite. Alors moi, ça m'est jamais arrivé du tout. Moi, ça m'est arrivé dans mes petits compte sur les doigts d'une main. Hein. Moi, dans mes petits gymnases, j'ai fait une grande carrière, mais des matchs comme ça, moi, je n'ai pas vécu énormément. Hein. Après, moi, c'est la réflexion que je me suis faite après coup. Je suis allé en voir des matchs au Paris Volley. Je crois que j'ai jamais vu la salle pleine. Aussi parfois un côté... c'est à double tranchant. C'est un double tranchant. Parce que bon, nos jeunes, par exemple, ils n'ont pas fait les fanfarons, mais ils étaient très confiants et ils l'ont affiché devant tout le monde. Et quand à cet âge-là, tu affiches un niveau de confiance, et puis des fois c'est un peu pour faire les marioles, les malins, et ben t'as parlé, t'assumes. Voilà. Et nous, on a certains joueurs, ils ont du mal à l'assumer. Parce que justement, les 1500 personnes, leurs noms qui est affiché sur un écran géant de la salle du Paris Volley, enfin, voilà. À la fin de la demi... Nous, on avait eu un peu peur de ça. Que justement, ce côté très copain, très joyeux qu'ils affichaient en dehors du cadre de la compète, on s'est dit peut-être que ça peut nous coûter préjudice. Mais nous, justement, je pense qu'on a eu des discours. Et c'est aussi ça qui est gratifiant, c'est qu'on a senti de l'impact, que notre travail au fil de l'année a eu énormément d'impact sur le résultat, mais aussi la manière dont on a tenu nos discours. Voilà. Juste avant que ça se termine, il va y avoir une tradition avec ce podcast, c'est que vous allez poser une question au prochain invité. Vous ne savez pas qui c'est, donc c'est une question à l'aveugle. Soit une question volée, soit pas, peu importe. Mais on doit la choisir maintenant ? Oui. C'est très complexe ce que tu nous fais. Vous ne savez pas qui sera le prochain. Une chacun ? Non, une seule. Bah non, mais attends, mais nous on est 2. Bon, allez, 2. Eh ben, moi j'ai une question pour cette personne. D'accord. A-t-elle regardé la finale des Volleyades ? Ouais. Et sinon, elle a intérêt à le faire, parce qu'elle loupe quelque chose. Ok. Voilà. Et même si je pense que ça sera discuté, moi j'aimerais connaître son parcours professionnel et son parcours d'études. Voilà. D'accord. Peut-être avant le volley, peut-être en dehors du volley. En dehors du volley, peut-être que c'est une personne qui a eu plusieurs vies, je ne sais pas. Ok. Donc voilà. T'as eu plusieurs vies, toi ? Bah, j'ai été électricien. Ah non, j'en ai eu qu'une, mec. Ah, tu vois. Ça se saurait. Tu vois, ou alors dans l'autre, j'avais des cheveux encore. Tu vois, j'ai été électricien avant d'être entraîneur de volley. C'est toi qui dis quand est-ce qu'on s'arrête, hein. Merci. Je vais vous arrêter parce que je pense que sinon ça va durer 3 heures. Ah bah nous, les Volleyades, on peut t'en parler pendant 2h30. Donc, on a le droit de faire des dédicaces ou pas ? Oui. Ouais. Je fais dédicace pour Arnaud le capitaine, Adam, JD, Yeb, Zachariel, Camille, Liam, Peter, Mathéo et Till. Et même nos cadres techniques, Hubert Casabon et Kevin Lemintec. Et on va faire aussi une dédicace au secteur féminin. Donc Théo, Gaëtan, Fabrice, Antonin, Sébastien, Martin, Alexandra et tous les entraîneurs qui sont passés sur le secteur féminin cette année.
Sans oublier Erwan Bernard et Loïm Varier. Nos copains du secteur masculin. Merci à tous les deux. Merci, Merci Marion. à Je toi. pensais que ça Très allait durer plaisant. 30 minutes et on est à plus d'1 heure d'enregistrement, donc C'est qu'on avait des choses à partager. Ouais, enfin, c'était bien. Je pense qu'elle aura peut-être beaucoup de coupes à faire. Non, je crois pas. Bah, pas mes cheveux en tout cas. Bon, on va terminer sur cette petite blague. Merci à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'After 7. On espère que cette discussion vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à suivre la Ligue sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité du volley francilien et à donner votre avis sur le podcast. Vos retours nous aident vraiment à nous améliorer. Et si vous avez des idées d'invités que vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes, dites-le nous en commentaire ou en message privé. À très vite pour un nouvel épisode d'After 7.